exportations marocaines. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes, connectées avec nous à cet instant. Le Parlement européen a voté une résolution sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. L'instrument dont l'entrée en vigueur est prévue en 2023 doit permettre à l'Union européenne d'imposer ses normes environnementales aux entreprises étrangères exportant sur son territoire. L'idée d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières n'est pas nouvelle. Elle avait été soumise par l'Union européenne en 1991, un an avant le sommet de la Terre de Rio. Si l'idée avait été rapidement écartée par bon nombre d'États membres de l'époque, elle est revenue à l'agenda de la Commission européenne fin 2019. Concrètement, ce mécanisme définirait un seuil d'émissions de gaz à effet de serre à partir duquel une activité économique serait considérée comme polluante. Tous les biens importés sur le territoire de l'Union et dont la production affiche un bilan carbone supérieur à ce seuil seraient alors soumis à un surcoût. Cette disposition pousserait les entreprises exportatrices à revoir ou à recourir vers des technologies moins polluantes. Par conséquent, donc les pays dont le Maroc serait bien entendu impacté. Pays exportateur, notre pays sera directement impliqué par ce nouveau mécanisme, d'autant plus que l'Union européenne constitue un grand marché stratégique pour les produits marocains. Ce marché représente plus de 60% des échanges commerciaux. Par conséquent, si ce sujet n'est pas bien préparé à l'avance, l'impact pourrait être sévère sur de nombreux secteurs. Parmi les secteurs les plus directement concernés figurent l'électricité, l'automobile, la parachimie et les fertilisants, sans oublier que l'industrie agroalimentaire et le textile pourraient être concernés dans un second temps. Cela dit, même si ce nouveau dispositif comporte des obstacles, il pourrait aussi quelque part détenir d'importantes opportunités pour le Maroc afin de se positionner comme un partenaire et continuer à l'être un partenaire stratégique de l'Union européenne. Toutefois, qu'en est-il de la préparation des entreprises marocaines face à ce nouveau mécanisme? Mesurent-elles les contours ainsi que les impacts? Comment peuvent-elles anticiper cette nouvelle réglementation et maintenir leur position ou, le cas échéant, en subir les impacts et atteindre à leur compétitivité? Y a-t-il des recours ou des programmes d'appui? Lesquels? C'est pour débattre, répondre à ces questions et à bien d'autres que la SMEX, en partenariat avec Bureau Veritas Maroc, organise ce webinaire en présence d'experts dans le domaine. Je cite M. Abdelaziz Belhouji, expert climat bilan carbone, Bureau Veritas Maroc, Mme Asma Faris, pôle bilan carbone et service climat du Bureau Veritas Maroc. Vous interviendrez, Madame, Monsieur, dans le domaine. Monsieur, directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, sur la stratégie de la décarbonation industrielle. Et Monsieur Brahim Argel, qui essaie de nous joindre et qui risque de se faire représenter par un expert de son agence, directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la petite et l'entreprise Maroc PME, relativement bien entendu au programme Tatouir, croissance verte à destination des PME et TPE marocaines. Bienvenue, mesdames et messieurs, et merci de votre présence. Bien avant d'entamer nos interactions, et comme le veut la tradition, le mot inaugural, lu par M. Sintisi, président de l'Association marocaine des exportateurs. À vous la parole, Monsieur le Président. En absence, en commun, on va le situer, le directeur général de Maroc PME. On va l'attendre malgré tout, mais c'est-à-dire, nous, on va commencer et lui, il nous rejoindra. Alors, bonjour, Madame la représentante du Bureau Veritas, chers membres, chers partenaires. Permettez-moi de vous expliquer et mon enthousiasme. Nous avons suivi au niveau qui s'ajoute aux facteurs. Pour ce faire, nous avons multiplié nos partenariats avec les entreprises leaders dans ce domaine afin de proposer à nos membres des solutions qui leur permettront de s'aligner sur les exigences internationales en matière de décarbonation et maintenir ainsi leur part de marché.
Le Bureau Veritas en est un de ses partenaires. Je tiens dans ce cadre. Qu'est-ce que tu hein? Hein? Quoi? Monsieur le Président, on vous écoute. Alors, mais vous m'avez entendu depuis le début ou je recommence? Allô? Allez-y, Président. Je répète. Non, c'est bon, Monsieur le Président. Vous pouvez Hein? continuer. Alors, donc, Le Président, vous entendez. C'est bon, Président, allez-y. alors, je commence alors. Bon, alors, je disais bonjour, c'est Saïd, très cher ami. Le directeur général de Maroc PME, M. Brahim Agel, va nous rejoindre, n'est-ce pas? Par contre, bonjour, Madame la représentante du Bureau Veritas, Maroc, chers membres et très chers partenaires. Permettez-moi de vous exprimer ma joie et mon enthousiasme de voir ce nombre important de participants à ce webinaire et l'intérêt porté à cette importante thématique d'actualité pour tous. En effet, nous avons suivi au niveau de la CEMEX toutes les évolutions de la conjoncture liées notamment aux exigences de la décarbonation qui s'ajoutent aux facteurs de compétitivité à l'export comme levier de performance et de l'industrie. Pour ce faire, nous avons multiplié nos partenariats avec des entreprises leaders dans ce domaine afin de proposer à nos membres des solutions qui leur permettront de s'aligner sur les exigences internationales en matière de décarbonation et maintenir ainsi leur part de marché. D'ailleurs, le Bureau Veritas en est un de ses partenaires. Je tiens dans ce cadre à remercier nos éminents experts qui traiteront cette importante thématique par laquelle nous souhaiterions intégrer toute la chaîne de valeur de l'export dans le processus Par contre, je vous ai perdu, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous avez terminé votre. énergétique. Notre webinaire d'aujourd'hui réunit plusieurs intervenants dans la chaîne de l'énergie verte. Les experts du Bureau Veritas comme accompagnateurs pour le déploiement de ces nouvelles sources énergétiques. Je suis Saïd Mouline, directeur général de l'AME, qui travaille d'arrache-pied et main d'ailleurs, je le dirais, sur ce sujet, nous exposera dans son intervention le chemin parcouru dans la stratégie du Maroc en matière de réduction de l'empreinte carbone. Enfin, dès qu'il arrive, M. Brahim Ajdal, directeur général de Maroc PME, nous exposera tout son arsenal, notamment en matière d'assistance technique, pour accompagner les entreprises à se doter de sources d'énergie verte. Je laisserai donc nos spécialistes, que je remercie vivement, vous éclairer sur les solutions qu'ils proposent et les chemins à suivre pour en bénéficier. Je vous remercie bien vivement pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ce mot de bienvenue qui relève plusieurs points dans le suivi de la SMEX de cette question de la décarbonation, les partenariats qu'a scellé la SMEX avec plusieurs experts pour parer à cette nouvelle réglementation, ainsi que la trajectoire à laquelle vous exhortez les entreprises marocaines afin de préserver la compétitivité de l'offre exportable marocaine. Merci encore une fois. La parole à l'équipe
d'experts de Bureau Veritas Maroc. À vous la parole, Monsieur Abdelaziz Belhouji. Vous êtes expert climat, bilan, carbone, Bureau Veritas Maroc. C'est un webinaire important et d'actualité d'ailleurs. Notre exposé d'aujourd'hui sur la thématique des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne va se composer de plusieurs axes. Donc, on va parler au départ du contexte et enjeux, bien sûr, du contexte et enjeux de la mise, de l'instauration de ce mécanisme, les différents mécanismes de tarification carbone existants à travers le monde. Et puis, bien sûr, on déclinera celui qui est actuellement en cours d'élaboration au niveau européen. Après, bien sûr, on parlera de l'impact de ce mécanisme d'ajustement carbone sur les entreprises européennes. D'accord. Désolé pour cet incident technique. Et donc, on va... Donc, désolé pour cet incident technique. Donc, je disais que notre exposé d'aujourd'hui va donc s'articuler autour de 4 axes. Un axe concernant le contexte et enjeux de l'instauration de ce mécanisme, les différents mécanismes de tarification carbone existants de par le monde depuis d'ailleurs un certain temps, et bien sûr, on parlera de celui qui va nous concerner, nous intéresser directement, celui du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE, et bien sûr avec son impact sur les entreprises marocaines exportatrices et avec les mesures d'anticipation qu'il va falloir mettre en place pour y faire face. Concernant le contexte en jeu, comme vous le savez, je vais quand même contextualiser rapidement, sans m'attarder sur ce sujet-là. Il y a bien sûr des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont responsables, je dirais, du réchauffement climatique. Cette menace réelle, dont la science ne cesse d'alerter sur le désastre environnemental qu'elle va causer suite à les émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité humaine depuis la révolution industrielle à aujourd'hui. Plusieurs milliards de tonnes de CO2 ont été générées et rejetées dans l'atmosphère, ce qui a fait qu'il y a une augmentation actuellement de la température moyenne de la planète de 1 degré à peu près 1,2. Bien sûr, cette activité d'émission de gaz à effet de serre est bien sûr origine de l'activité humaine. Par exemple, aujourd'hui, en 2019, plutôt en 2019, si on a comptabilisé quelques chiffres importants, c'est celui de 53 millions de tonnes de CO2 qui ont été rejetées en 2019. Le scénario qui est prévu pour, bien sûr, 2030, c'est d'avoir des émissions de l'ordre de 56 milliards de tonnes de CO2. Bien sûr, il y a nécessité de réduire ces émissions pour éviter que la température de la planète puisse augmenter au-delà de 1,5 comme on va le voir. Je vais terminer ma son ici. Désolé de cette interruption. Toujours, vous avez
Donc, on disait que donc, on- d'accord. Je vais activer le son. Donc, on disait que les éditions mondiales de GES les émissions mondiales donc, de GES en 2019 avoisinaient 53 milliards de tonnes de CO2. Donc, dans la répartition par secteur et par origine du combustible que vous voyez, dans 56%, 59% à peu près relève du CO2 lié à l'énergie. Donc, il y a les procédés industriels, l'utilisation des terres, la foresterie, bien sûr, et les autres émissions de gaz à effet de serre. Le scénario prévu pour les émissions avoir 56 000 tonnes de CO2 et donc il va falloir limiter ce limiter le réchauffement climatique et bien sûr être en forme de comportement. Vous voyez une carte du monde dans il y a là-dedans dépend des émissions émises par le pays. Les quatre principaux émetteurs, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde, qui totalisent en général plus de 55% des émissions totales de la planète. Vous avez le G20, dans 19 pays plus l'Union européenne, qui totalise à eux-mêmes 78%. Donc, en fonction de ça, bien sûr, des lois en faveur du climat ont été élaborées par certains pays, notamment en Union européenne. Comme on va le voir, une loi a été adoptée récemment, en 2021. Et d'autres pays nationaux l'ont fait d'ailleurs. Bien sûr, pour éviter Convention de cadre des Nations Unies sur le changement, qui est bien sûr mis en place au niveau mondial pour limiter le réchauffement planétaire. Plusieurs au niveau de la conférence des parties, 15 à l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat vient après, bien sûr, celui du protocole de Kyoto qui est très lent pour les pays en voie de développer. Et bien sûr, il était basé sur imposer aux développés de leurs émissions d'effet de serre. L'accord de Paris, contrairement au protocole de Kyoto, est basé Hein?
2025, il va y avoir en 2025, en 2025, de nouvelles communications des NDCs au niveau de tous les pays. En 2028, il va y avoir un nouveau inventaire mondial. Et en 2030, de nouvelles communications NDCs pour arriver, bien sûr, pour corriger et voir si on est sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. On était donc au niveau mondial. On va bien sûr se focaliser sur la politique climat de l'Union européenne. Comme vous le savez tous, il y a eu une adoption du pacte vert climat en décembre 2019, c'est l'European Green Deal, et donc qui avait bien sûr fixé comme objectif d'atténuer les émissions de l'Union européenne de 55% à l'horizon 2030 et une neutralité carbone conformément à l'accord de Paris à l'horizon 2050. Et bien sûr, bien avant ça, l'Union européenne s'est engagée sur, conformément, comme je l'ai dit tout à l'heure, au protocole de Kyoto, de réduire ses émissions pratiquement de 20% ou au-delà à l'horizon 2020. Donc, elle a mis en place un système d'échange de quotas d'émissions, c'est le CEKE ou European Union Trading System, qui a été bien sûr en vigueur depuis 2005 et il continue à fonctionner jusqu'à présent. Il est passé par plusieurs phases et 2020-2030 constitue la 4e phase de ce système d'échange. Bien sûr, suite à ça, il y a eu récemment entre la Commission européenne et le Conseil européen et le Parlement européen, ils ont adopté provisoirement une loi sur le climat en avril 2021, qui a repris les autres 2 objectifs contraignants, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le territoire de l'UE, et puis bien sûr, il faut limiter également les émissions de CO2 des produits importés. Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le territoire de l'Union européenne, c'est le système d'échange de quotas d'émissions qui est mis en place actuellement et qui doit être normalement révisé ou transformé en fonction, bien sûr, des objectifs fixés. Par contre, la nouveauté, c'est que le 2e axe, c'est celui de limiter les émissions de gaz à effet de serre des produits importés en dehors de l'Union européenne. Et c'est ce qui a poussé à mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, les mécanismes, avant d'aborder les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières de l'UE, il va falloir peut-être faire un panorama de ce qui se passe actuellement à travers le monde en termes de mécanismes de tarification carbone. L'état actuel de la tarification carbone, on le voit, il y a deux systèmes qui doivent inciter à pousser les entreprises à investir, je dirais, dans des technologies propres et à réduire leurs émissions. C'est de mettre en place soit une taxe carbone fixant un prix par tonne de CO2, soit mettre en place un système d'échange de quotas d'émissions. Ces 2 systèmes existent un peu partout dans le monde. Il y a actuellement 31 taxes carbone et 30 marchés de quotas échangeables. Les taxes carbone, en général, ce sont des taxes qui sont plus ou moins fixes pour un produit et par tonne CO2. Par contre, le système d'échange de quotas d'émissions, c'est un marché carbone et donc il y a une bourse derrière et c'est en fonction de l'offre et la demande que le prix est fixé au niveau des quotas. Un quota d'émission est fixé par une tonne CO2. Et vous voyez ici également une nouvelle carte du monde dans laquelle on voit pratiquement tous les pays qui ont mis en place soit une taxe carbone, soit un système d'échange de quotas d'émissions. Dans les sphères rouges, vous avez le prix du carbone et qui peut aller donc de 1 euro jusqu'à 123 euros ou dollars pour la Suède. Donc, c'est actuellement le prix le plus élevé du prix carbone à travers le monde. Donc, pour dire que la tarification carbone, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui existe déjà, qui est pratiqué dans beaucoup de pays, que ce soit sous la forme d'une taxe, donc sur la consommation, ou sur les systèmes d'échange de quotas d'émissions.
Voilà, ensuite, on peut voir bien sûr le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Comme je l'ai dit, il est passé par 4 phases parce qu'il a été mis en œuvre depuis 2005 et à la veille bien sûr de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto de 2008 à 2012. Et actuellement, il est dans sa phase 4 de 2020 à 2021 à 2030 et on voit pratiquement l'évolution du prix du carbone qui était pratiquement le prix était très bas, aux alentours entre 5 et 10 euros. Et actuellement, il plafonne vers les 30 euros malgré quelques baisses et quelques fluctuations dues en particulier à un peu la pandémie de la Covid-19. Donc, le système d'échange de quotas d'émissions, pour l'expliquer, parce que c'est lui qui va certainement être mis en place dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone des produits importés de l'Union européenne. L'objectif du marché, bien sûr, de ce système, c'est d'attribuer un prix au droit à émettre du CO2 et bien sûr, afin d'inciter les entreprises à réduire leurs émissions. Donc, il va falloir donner un prix au carbone pour inviter les entreprises à investir dans des technologies propres. Le fonctionnement du marché, et actuellement en Europe, c'est le plafonnement décroissant. Donc, on fixe un plafond annuel chaque année et bien sûr, et l'année suivante, ce sera un plafond inférieur au plafond précédent pour bien sûr aller vers la neutralité carbone. Il y a des allocations gratuites de quotas carbone actuellement en Union européenne, mais cette allocation gratuite des quotas va certainement disparaître avec la mise en œuvre de ce mécanisme d'ajustement carbone. Les piliers, bien sûr, du marché carbone, comme tout le monde le sait, la tonne carbone doit être la même partout dans tous les pays européens et bien sûr partout dans les pays de la planète. Et donc, il y a tout un système qui est mis en place, c'est ce qu'on appelle le système MRV, qui permet de mesurer, de suivre et de vérifier, de notifier les déclarations des émissions de gaz à effet de serre. Il y a bien sûr des plans nationaux d'affectation de quotas. Il y a également, bien sûr, des vérifications qui sont faites par des tiers. Ce qui veut dire que, pour le système de quotas, que si une entreprise fait des économies d'émissions de CO2 par rapport à son plafond qui lui a été alloué, ils peuvent vendre l'économie de quotas qu'elle a générée à d'autres entreprises qui n'ont pas pu faire l'effort de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Les secteurs concernés actuellement par le système d'échange, comme l'a tout à l'heure précisé M. Ferram, c'est qu'il y a la production, bien sûr, d'électricité de chaleur, il y a tout le raffinage de pétrole, il y a l'aciérie, les métaux, la production de ciment, le verre, la céramique, les matériaux de construction, donc, et toute l'industrie papeterie, ainsi que les fertilisants et tous les produits chimiques. Et bien sûr, dans le système d'échange de quotas d'émissions, il y a également, on a inclus l'aviation commerciale. Actuellement, le transport aérien en Europe, au sein de l'Union européenne, paye des taxes carbone dans le cadre du système d'échange. Et donc, le système d'échange actuellement en Europe concerne pratiquement 12 000 installations industrielles qui représentent pratiquement 50% des émissions de CO2 de l'Union européenne. Donc, le processus qui a mené à mettre en place ce mécanisme d'ajustement carbone, c'est que lorsqu'il y a eu le système d'échange de quotas d'émissions, il y a eu quand même, bien sûr, le paiement des taxes carbone au niveau de l'Union européenne. Certaines entreprises, bien sûr, sous la contrainte de standards environnementaux exigeants, se sont délocalisées vers d'autres pays qui ont moins d'ambition au niveau des objectifs climatiques. Donc, c'est ce qui a c'est ce qui a poussé l'Union européenne à mettre en place le pacte vert et la loi en faveur du climat, qui va bien sûr comprendre le mécanisme d'ajustement carbone. Comme l'a précisé tout à l'heure, ce mécanisme a été mis en place, a été adopté par le Parlement européen en mars 2021. En avril 2021, récemment, au cours de ce mois, il y a eu un accord provisoire entre le Parlement et la Commission européenne sur la loi sur le climat. Et en juin 2021, une proposition de loi va être faite par la Commission européenne pour la mise en place de ce mécanisme qui va entrer en vigueur, et bien sûr, en janvier 2023. Quels sont les éléments de conception
de conception qui vont permettre de mettre en place ce mécanisme. Il y a tout d'abord les enjeux et les objectifs du mécanisme, le pourquoi, on vient de le répéter, la forme, quelle forme prendra ce mécanisme, quelle est sa portée, sa couverture, comment on va faire pour calculer la teneur en carbone d'un produit, quel est le niveau d'ajustement et les recettes qui vont être générées par, et les revenus générés par ce mécanisme, comment il va être exploité et utilisé. Concernant les enjeux et les objectifs, comme on l'a dit tout à l'heure, les objectifs climatiques, on peut le voir au niveau de tous les pays, les objectifs climatiques sont pratiquement plus ou moins disparates, ils ne sont pas égaux. Donc, il y a des pays qui ont beaucoup d'ambition climatique et d'autres qui le sont moins. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières cherche à atténuer les impacts négatifs des politiques climatiques inégales au niveau de certains pays. Il fixe 3 objectifs, à savoir, comme on l'a dit, égaliser les règles du jeu dans un marché concurrentiel. Pourquoi? Parce que si l'Union européenne impose des standards très stricts en matière environnementale, il est fort probable, comme on l'a dit, que certaines multinationales ou certaines entreprises se délocalisent et donc aillent réaliser ou produire leurs produits à l'étranger, dans des pays moins contraignants au niveau climatique. Et donc, ces produits vont entrer de nouveau en Union européenne, vont entrer au niveau européenne avec, bien sûr, un prix moins cher, mais sont fortement carbonés. Donc, pour cela, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, la fuite carbone. Ce mécanisme va prévenir effectivement la fuite carbone pour égaliser le marché concurrentiel. Et bien sûr, d'un autre côté, il va inciter les partenaires commerciaux à renforcer leurs efforts de lutte, Il faut rappeler que l'Union européenne, pratiquement sur les 100% des émissions de gaz à effet de serre qu'elle émet, elle a pratiquement 30% des émissions sont importées. Donc, les 70% sont des émissions domestiques. Et la forme que va prendre ce mécanisme, toutes les options sont actuellement sur la table et c'est bien sûr la proposition de législation qui va être faite par la Commission en juin qui va la préciser. Et les 4 options qui sont possibles actuellement, ce sont les droits de douane sur les produits à forte intensité carbone et bien sûr sur les marchandises, bien sûr. Et deuxièmement, une taxe carbone, c'est le paiement d'une taxe sur le contenu carbone du produit importé. Et cette taxe devra être appliquée à un produit comme s'il a été fabriqué dans le pays importateur. Et bien sûr, les subventions à l'export des entreprises européennes en matière de climat, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises au niveau européen qui, bien sûr, sont concurrencées par des entreprises hors UE, et donc ils sont subventionnés à l'export pour leur permettre de maintenir leur compétitivité à l'international. Et la 4e option qui est disponible, c'est l'extension du système d'échange sur lequel on a longuement disserté tout à l'heure, c'est l'extension du système d'échange du quota européen aux importations. Et l'Union européenne envisage de construire un système d'échange de quotas miroir de celui qui existe en Europe, mais il va être seulement appliqué pour les importations. Et les 2 premières options sont pratiquement difficiles à mettre en œuvre parce qu'il y a les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qui peuvent être opposables à ce genre de taxes. Mais la 4e, elle est toujours en vigueur parce qu'au niveau de l'OMC, il y a possibilité de prendre en compte les externalités environnementales d'un produit et donc pouvoir l'imposer. La portée et la couverture du mécanisme d'ajustement carbone, il va falloir donc tout d'abord spécifier quels sont les produits concernés ou bien les secteurs concernés. Les secteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit des mêmes secteurs qui sont imposables, enfin, qui font l'objet du système d'échange. Ce seront les mêmes, que ce soit la production d'électricité, le raffinage de pétrole, la papeterie, les fertilisants, ainsi de suite. Et les produits et les secteurs, donc, ce seront les mêmes qui sont actuellement imposables au niveau du système d'échange de quotas d'émission. La couverture géographique, elle devra bien sûr se conformer aux règles de l'OMC,
et sera fondée sur la différence de la teneur en carbone des produits et non sur leur pays d'origine, parce que c'est ce qu'on appelle le respect du principe de responsabilité commune, mais différencié de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les secteurs donc couverts, on en a parlé, et la teneur en carbone du produit. L'ajustement carbone, bien sûr, va porter sur le produit lui-même, mais comment déterminer la quantité de carbone incorporée dans un produit? Ben, il existe plusieurs méthodes, que ce soit les méthodes anglo-saxonnes ou méthodes européennes. Il y a actuellement le Greenhouse Gas Protocol qui permet le calcul de la teneur en carbone d'un produit. Il y a la méthode bilan carbone également qui fait la même chose. Et il y a bien sûr choisir l'une des méthodes. Les facteurs d'émission, en général, c'est des facteurs d'émission nationaux ou internationaux, ça dépend du produit. Et bien sûr, il va falloir également délimiter le périmètre pour lequel on doit calculer la quantité carbone du produit. Donc, les méthodes existent. C'est le choix des méthodes qui vont bien sûr être, je dirais, faire l'objet d'une imposition par la loi. L'exploiter, la teneur en carbone, bien sûr, si on a des difficultés à déterminer la quantité carbone incorporée dans un produit, on peut bien sûr, certains pays, notamment l'Union européenne, disposent d'une base de données de référence, de repères pour d'intensité carbone de tous les produits. Donc, on peut prendre cette base de données d'intensité carbone du produit concerné et imputer, bien sûr, la taxe à payer au niveau du produit importé. Et en l'absence de données appropriées, et bien sûr, on se basera sur des méthodes d'émission directe et indirecte des biens domestiques que les méthodes actuellement pour le calcul d'analyse de cycle de vie ou de calcul de l'empreinte carbone le permettent bien de le calculer. Le niveau d'ajustement carbone, quel est le niveau qui va être arrêté pour le prix carbone? Certainement, ça va être des prix qui vont, je dirais, croître au fil du temps pour imposer effectivement une vraie politique d'investissement vers des technologies et des politiques et des stratégies bas carbone. Donc, doit être déterminé en fonction, bien sûr, quand un produit arrive dans un pays européen, il doit être privilégié et il doit avoir les mêmes avantages que comme si le produit était fabriqué en Europe. Donc, il ne doit pas être discriminé et bien sûr, ça fait partie de la règle, je dirais, de l'Organisation mondiale du commerce. Ce mécanisme doit être juste, légitime et efficace. Légitime, conforme à la loi, efficace, il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des modèles d'estimation de recettes et de revenus par l'instauration de ce mécanisme a permis d'évaluer ces revenus qui se situent entre 5 et 14 milliards d'euros par an, en fonction bien sûr de la portée et de la conception du nouvel instrument. Donc ça part de 5 à 14 milliards d'euros. Comment ça va être utilisé, ces recettes et ces revenus? Dans un premier temps, l'Union européenne voulait utiliser cet argent pour son plan de relance économique au niveau européen, mais il y a eu beaucoup, bien sûr, de débats autour de ça. Et actuellement, la réflexion porte sur deux logiques. Une logique environnementale, c'est qu'on doit utiliser ces recettes pour la transition écologique, que ce soit au niveau des pays de l'Union européenne ou au niveau des pays partenaires commerciaux de l'Union européenne, mais c'est des pays en voie de développement, notamment bien sûr le Maroc. Et bien sûr, la deuxième logique, c'est la logique économique, c'est donc de mettre une partie des fonds sur le plan de relance économique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme actuellement est en cours de mise en place. Il y a beaucoup de réflexions, notamment sur la forme du mécanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les options qui peuvent se poser. Les secteurs concernés, est-ce qu'ils vont se limiter aux secteurs concernés par le système d'échange de quotas d'émissions, ou bien ils vont être généralisés à tous les produits, y compris l'habillement, le textile ou bien les produits agricoles? Ça, c'est une question qui reste quand même en cours de réflexion et de discussion au sein de l'UE. Les instruments étendus de mesure, bien sûr, tous les instruments, que ce soit la taxe ou le système d'échange,
tout ça doit être bien sûr mis en place afin d'éviter de taxer l'Union européenne de protectionnisme de son marché. Et la gratuité, comme je dit tout à l'heure, il y a actuellement des quotas gratuits qui sont alloués au système, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission au niveau de l'Union. Normalement, dans un premier temps, cette gratuité a fait l'objet de discussion et la tendance n'est pas tout à fait claire. Il est possible qu'elle reste, il est possible qu'elle soit donc abolie et éliminée une fois pour toutes pour permettre une concurrence loyale avec les pays exportateurs. J'arrive donc à l'impact du mécanisme d'ajustement carbone sur les entreprises. Bien sûr, l'Union européenne, le Maroc est un partenaire commercial important. M. Farhan tout à l'heure a parlé de pratiquement des échanges qui avoisinent plus de 60%. Et donc, sur la mise en place de ces mécanismes-là, avoir de l'impact sur les entreprises exportatrices. Et les impacts potentiels vont être financiers tout d'abord, parce qu'il va y avoir un coût différentiel de la tonne des produits exportés à payer pour entrer sur le marché européen. Si donc il n'y a pas, je dirais, de politique, de stratégie bas carbone au niveau de l'entreprise, certainement le prix va demeurer élevé et donc il va y avoir une perte de compétitivité et des parts de marché sur le territoire européen. Il va y avoir bien sûr cet impact non seulement va être financier et compétitif, mais également il va porter au niveau du changement de la chaîne de valeur des produits exportés parce que si l'existence de ces entreprises exportatrices va leur imposer de mettre en place une stratégie bas carbone, ce qui veut dire qu'il va falloir transformer le processus de production, et bien sûr en utilisant les technologies et les origines d'énergie vertueuses. Les pistes de solutions, bien sûr, comme on l'a dit, le risque carbone maintenant apparaît comme un élément important dans la compétitivité. Et j'avais oublié tout à l'heure de dire qu'il y avait même une réflexion non seulement sur le mécanisme, mais également de mettre en place ce qu'on appelle le score carbone. Et il va y avoir un score carbone, c'est en cours bien sûr également de réflexion, pour faire un affichage carbone sur tous les produits qui vont entrer en Union européenne. Et donc, c'est comme ce qui est fait actuellement dans le cadre de l'efficacité énergétique pour les produits industriels, électroménagers, et ainsi de suite. Et la mesure, bien sûr, de prise de solution, il faut que les entreprises, pour anticiper à ça, puissent dès maintenant faire l'exercice de mesurer leur empreinte carbone, notamment produit, et bien sûr réfléchir sur les modes de production techniques et technologies sans carbone. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, bien sûr, pour anticiper et accompagner dans le contexte de la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? Maintenant, je vais laisser la parole à Mme Asma Salis pour présenter tout ce qui est méthodologie de comptabilité carbone pour le calcul, la vérification, la déclaration bien sûr, des émissions de gaz à effet de serre. Oui, merci Sidi Houji. Donc, bonjour. Monsieur Houji, donc, il a soulevé l'importance de l'analyse prospective du risque carbone, ou des risques climatiques en général par l'entreprise, et la prise en compte du risque carbone dans la stratégie de développement et dans la gestion prévisionnelle des activités. Cette prise en compte passe d'abord, ce qu'a cité Sidi Houji, donc par la réalisation d'un inventaire d'émissions afin de mieux appréhender le profil des émissions des activités du produit, afin d'apprécier le degré d'exposition des activités du produit au risque carbone, mais également afin de positionner l'empreinte carbone dans le secteur par rapport à d'autres produits similaires et par rapport à d'autres activités similaires. L'inventaire des émissions permettra également d'identifier les marges de manœuvre et également de cerner proactivement les initiatives en matière de réduction des émissions et en matière de réduction des charges relatives donc, à ces émissions. Il permettra donc, dans le moyen et long terme d'asseoir une stratégie bas carbone et une démarche de progrès, également d'apprécier le risque économique d'un renchérissement de l'utilisation des combustibles fossiles et d'accroissement de la réglementation, notamment avec l'augmentation du prix du carbone. Comme ce qu'a cité M. Bhouji tout à l'heure, le prix du carbone s'est élevé de plus de 200% de 2018 au jour d'aujourd'hui, et il permettra également à l'entreprise de préciser son positionnement dans les marchés de permis d'émission négociables à travers donc une veille stratégique.
Donc, en termes de réalisation de l'inventaire des émissions carbone, quel est le cadre normatif en fait, international qui régit ou qui définit les lignes directrices pour cette comptabilité carbone? Donc, le cadre normatif, il englobe trois grandes normes. Donc, il y a d'abord la norme 14064.1 qui définit les lignes directrices en termes de quantification et déclaration des émissions pour les organisations, pour les entreprises, avec ses directives d'application, la 14069, et également la 14064.2 qui définit, en fait, qui spécifie les exigences en matière de déclaration des réductions des émissions au niveau des projets qui sont mis en place. Ensuite, la 14067 qui se focalise sur l'empreinte carbone produit, qui est réalisée suivant une approche d'analyse cycle de vie. Le cadre normatif, il définit également tout le dispositif de vérification et de déclaration des émissions de GES à travers la 14064.3 et également des exigences en matière de vérification et de validation pour les organismes vérificateurs. Je vais en fait donner juste un bref aperçu sur les deux méthodologies actuellement utilisées pour l'évaluation des émissions carbone. D'abord, la méthode bilan carbone, qui est une approche plus orientée site et territoire. Donc, les émissions résultats sont soit des émissions brutes ou par unité de produit. Cette comptabilisation, il est basée sur une architecture de trois catégories d'émissions, donc scope 1, scope 2 et scope 3. Le scope 1 et scope 2, ce sont des émissions qui sont reliées plus aux sources d'émissions qui sont sous le contrôle de l'entreprise. Donc, c'est toute la chaîne de production, mais également le scope 3 qui sont en fait les émissions indirectes qui concernent les activités amont et aval. Donc, l'achat des matières premières, mais également tout le volet transport amont et aval, donc sous-traité, l'utilisation, mais également fin de vie et traitement des déchets. La norme, dans le cadre de la comptabilisation du bilan carbone, elle définit 23 postes, donc elle harmonise la démarche entre les différents secteurs à travers trois grandes catégories que je viens de citer. Donc, je vais juste citer quelques postes les plus importants dans ce bilan carbone. D'abord, c'est le scope 1, ça concerne les émissions directes des gaz à effet de serre, et donc il englobe les émissions relatives à la combustion de combustible au niveau des sources fixes et des sources mobiles, également les émissions directes des procédés hors énergie, donc toute émission comme par exemple la décarbonatation au niveau de l'activité ciment ou bien d'autres émissions relatives à l'industrie chimique. Également les émissions directes fugitives qui concernent toute fuite de fluide frigorigène au niveau des installations de froid ou de climatisation et en parallèle également les émissions fugitives relatives au protoxyde d'azote ou du méthane au niveau de l'agriculture et également au niveau d'autres industries ou au niveau de stations d'épuration. Le scope 2 englobe les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité, donc notamment l'électricité achetée. Et le scope 3 donc, reste optionnel. En fait, le scope 1 et 2 sont deux catégories qui sont réglementées au niveau international. C'est obligatoire d'en tenir compte dans le bilan carbone. Et les autres émissions indirectes qui relèvent du scope 3 sont optionnelles en fonction en fait, de leur importance dans le volume global des émissions de l'entreprise. Mais d'une manière générale, ils portent sur l'achat des produits et de services, sur le transport amont et aval et sur le traitement de fin de vie des déchets. La méthodologie est également standardisée dans le cadre normatif qui concerne d'abord le cadrage des périmètres temporels, organisationnels et opérationnels du bilan carbone. Donc, organisationnel, c'est tous les biens et les activités qui sont concernés par le bilan carbone. Opérationnel, c'est le cadrage, en fait, c'est de limiter ou d'identifier les postes suivant ce que j'ai cité, donc les 23 postes. Et puis, le périmètre temporel, c'est l'année de reporting ou l'année de référence, donc qui permet de suivre, en fait, c'est la première année du bilan qui permet de suivre les émissions et de suivre les progrès ensuite en termes de réduction des émissions. Ensuite, la phase de sensibilisation de l'ensemble des responsables concernés sur les enjeux climatiques et énergétiques. La phase de collecte des données, donc les données qui concernent le bilan carbone, la comptabilisation, la co-construction du plan d'action qui fait également partie du bilan carbone dans le cadre de la méthodologie normalisée, et puis le reporting du bilan carbone qui est un rapport qui est conforme aux standards internationaux et qui peut être vérifiable par d'autres parties prenantes, notamment par des bailleurs de fonds qui financent des projets au niveau de cette démarche. Les outils de comptabilité carbone, donc il y a trois grands outils actuellement qui sont mis en place, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Le GSG Protocol, que M. Belhouji a cité tout à l'heure, qui est un outil qui est le plus ancien, en fait, qui est développé depuis 2001 et qui est conforme aux normes en vigueur, qui est largement utilisé au niveau international, mais également dans les pays anglo-saxons. La méthode ou la marque bilan carbone qui est développée
depuis 2004 par l'Agence française de l'environnement et de maîtrise de l'énergie et qui met à disposition tout le dispositif d'évaluation, qui est conforme également aux normes et qui est largement utilisé en France et dans certains pays européens. Et puis, il y a l'outil bilan carbone de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui a été développé en 2013 et en partenariat avec l'ADEME, avec l'Agence française maîtrise de l'énergie, et qui est également compatible avec les normes de comptabilisation et de déclaration des émissions, et qui actuellement est utilisé par plusieurs entreprises et organisations au niveau national, dont certaines unités industrielles, également institutions financières. L'outil bilan carbone fondation il dispose d'une base carbone de plus de 300 facteurs d'émission. Le facteur d'émission, il définit l'intensité carbone de produits. Ces données-là, ces facteurs d'émission sont utilisés dans l'évaluation d'un bilan carbone. Actuellement, 300 facteurs d'émission sont disponibles avec plus de 150 qui sont adaptés au contexte marocain. Au niveau international, la base carbone de l'Agence française maîtrise de l'énergie, elle englobe plus de 2900 facteurs d'émission. Et notre base carbone Maroc pourra être également enrichie au fur et à mesure de la réalisation des bilans carbone ou de l'empreinte carbone produit. Donc, ça peut être enrichi par les facteurs d'émission produits suite à la réalisation ou l'évaluation de l'empreinte carbone des différents produits au niveau national. Donc, nous avons donc présenté la méthode bilan carbone. En parallèle, il y a également la méthode empreinte carbone produit. C'est une méthode ou une approche qui est plus orientée produit, suivant une analyse cycle de vie et qui englobe l'ensemble des émissions relatives aux différents processus élémentaires, de l'extraction et production des intrants, la fabrication en fait jusqu'au départ ou à la sortie usine. Et ça peut être des émissions rapportées par unité de produit, comme ça peut être en fait des émissions qui sont élargies jusqu'à la phase d'utilisation et la fin du vie du produit, et ça va être donc des émissions par unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, c'est la quantification, le chiffrage en fait du service rendu par le produit ou de la fonction identifiée du produit. D'une manière générale, la méthodologie de l'évaluation de l'empreinte carbone, il est régi par la norme 14067. C'est une norme qui est récente, donc elle a été mise en place en 2018. Auparavant, c'était juste un rapport technique qui spécifie en fait d'une manière technique les grandes lignes de cette étude. Actuellement, donc il y a une norme qui a été mise en place en août 2018 qui définit donc les lignes directrices pour la réalisation de l'empreinte carbone produit et qui commence donc par la limitation du champ de l'étude avec un inventaire du cycle de vie, donc l'inventaire des processus et flux générateurs de GEOS au niveau de chaque processus qu'on a cité tout à l'heure élémentaire, la collecte des données donc en ce qui concerne quantifiant donc les bilans matière, d'énergie et puis d'émissions, et également une évaluation de l'impact du cycle de vie, et également des outils au niveau international pour pouvoir calculer ces émissions relatives au cycle de vie, une interprétation des résultats et ensuite une revue ou une vérification qui peut être également réalisée que ce soit en interne ou par tierce partie pour pouvoir vérifier l'exactitude et la complétude, mais également la cohérence de cette empreinte carbone. Pour les deux méthodes, les gaz à effet de serre comptabilisés sont les 6 gaz qui sont reconnus par le protocole de Kyoto et qui concernent principalement le CO2, donc le méthane, CH4, le protoxyde d'azote et également les gaz fluorés, des gaz industriels en fait, principalement donc le CFC, le PFC et le FS6. Les deux méthodes également aboutissent donc à une stratégie, à un développement d'une stratégie bas carbone, un plan d'action d'atténuation des émissions carbone, suivant les différents postes d'émissions les plus importants, et donc pour lesquels l'entreprise identifie il identifie les postes les plus importants. Et puis, ce plan d'atténuation pourrait être complété par un plan de compensation carbone pour compenser en fait les émissions qui sont inévitables. Et donc, on peut avoir donc une stratégie pour avoir un produit faiblement carbone, comme on peut avoir une stratégie d'atténuation et de compensation carbone pour arriver à un produit qui est neutre en carbone, donc une neutralité carbone. Cette stratégie bas carbone, il est accompagné également par un dispositif de suivi et évaluation. Il n'y a pas d'exigence pour le moment pour ce suivi, mais il y a certaines entreprises qui font un suivi annuel pour le suivi, enfin pour la démarche de progrès en termes d'atténuation des émissions. Certaines, ils le font chaque 2 ans.
Il est à rappeler que le Maroc a défini donc, un objectif de réduction de 42% de ses émissions par rapport aux émissions projetées pour 2030, et donc qui correspond à une réduction cumulée de 523 millions de tonnes équivalent CO2 entre la période 2020 et 2030. Cet objectif, donc, il porte principalement sur disons, 7 secteurs, notamment la production d'électricité, l'industrie, le transport, les déchets et l'agriculture principalement. Et pour la production d'électricité, qui représente un effort de 42% en termes, en fait, dans sa part de cet objectif, donc il repose sur sa politique énergétique qui définit un objectif de 52% de puissance électrique installée à partir de sources renouvelables à l'horizon 2030. Et donc, cet objectif permettra à terme de diminuer également le facteur d'émission d'électricité et directement également de diminuer l'empreinte carbone des produits, parce que quand même le poste électricité achetée, donc il représente une part importante dans tout bilan carbone des entreprises. À titre d'information, il est rappelé que le dernier inventaire des émissions de gaz à effet de serre au Maroc, donc, il a évalué en fait les émissions au niveau national à hauteur de 86 millions de tonnes CO2 équivalents, et donc qui est réparti entre les différents secteurs, notamment la production d'énergie, tous secteurs confondus, qui est à 66%, l'agriculture 23%, les procédés industriels 7%, et puis les déchets à peu près 6%. En termes des mesures d'accompagnement des entreprises, je pense que si Saïd Mouline et puis le représentant de Maroc PME, certainement ils vont parler. Donc le plan de relance industrielle 2021-2023, il a prévu dans ces 3 axes ou 3 piliers stratégiques, donc la décarbonation de l'outil de production ou de l'industrie marocaine, et donc qui s'inscrit en fait dans le cadre de l'amélioration de la performance industrielle, mais également dans le cadre du renforcement de la compétitivité des entreprises et de conquête de nouveaux marchés. Maroc PME, il a également, avec l'AMI, l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, ils ont mis également le programme Citoyen Croissance Verte, qui est un programme d'appui aux PME dans le cadre également de leurs efforts de décarbonation. Je vous remercie. C'est Fran. Merci beaucoup, Asma. Effectivement, c'est une présentation très exhaustive qui abordait plusieurs aspects qui attestent bien sûr qu'il y a effectivement un impact sur le climat, que l'ajustement carbone a une raison d'être qui est environnementale et économique. Vous avez aussi abordé un panorama sur les dispositifs, sur les protocoles mis en place pour préserver l'environnement ainsi que les méthodes et bien entendu toutes les possibilités d'évaluer ces taux de carbone et comment bien sûr les réaliser. Maintenant, je vais m'adresser à Cissa El Mouline. Cissa El Mouline, vous êtes directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique et vous allez nous parler sur la stratégie de la décarbonation industrielle. À vous la parole et surtout merci d'être avec nous, Cissa El. Avec grand plaisir, Sefaram. Merci pour l'invitation, Monsieur le Président de la SMEX, chers amis du groupe Veritas. C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui avec vous parce que sur ce thème. Comme vous savez, dans le cadre de cette pandémie, tous les plans de relance que nous avons pu voir lancés au niveau international touchent à 2 secteurs, principalement. Un lié à la digitalisation et l'autre lié à l'économie verte. Ce sont 2 secteurs clés pour tous les plans de relance. Nous voyons des actions d'accompagnement importantes dans beaucoup de régions et beaucoup en Europe, hein, le Green Deal par exemple, mais aussi nous voyons, et ce que nous avons juste vu maintenant concrètement, hein, cette présentation de tout ce qui se passe au niveau de la taxe carbone aux frontières, pour nous c'est très important. D'abord, l'avantage du Maroc, parce que moi je le vois comme un avantage tout cela. Un avantage parce que d'abord nous avons une stratégie nationale de développement durable qui est portée au plus haut niveau de l'État depuis plusieurs années. Hein. Ça fait très longtemps qu'il y a une stratégie et il y a une orientation pour que tous les secteurs de notre pays soient une orientation vers le développement durable. Le développement durable et encore plus aujourd'hui on parle de transition vers une économie verte et ce qui s'est passé durant cette pandémie, c'est que aussi au niveau institutionnel, il y a eu des changements dans notre pays. Nous avons un nouveau ministère qui existait, mais qui en a ajouté un terme, c'est le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique. Donc, vous voyez, économie verte et numérique, vous voyez, économie verte et digitale, c'est les 2 axes où il y a de la relance aujourd'hui au niveau international. Donc, un
un décret qui a montré que le ministère est en charge de l'économie verte. Et plus que ça, il est chargé, aujourd'hui, ce ministère, de mettre en place, dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, le programme d'action nationale de transition vers une économie verte et de veiller à sa mise en œuvre. C'est vraiment nouveau. Nous avons toujours, bien sûr, le département de l'environnement, le département de l'énergie, qui ont un rôle très important, mais il y a aujourd'hui, parce qu'il y a une économie liée à cette transition vers l'économie verte qui est très importante, et aujourd'hui on parle avec la SMEX, avec toutes les entreprises qui exportent, pour dire, oui, il y a une carte à jouer pour notre pays qui va s'ajouter aux autres cartes que nous avons déjà. Et l'AME, qui était en charge de l'efficacité énergétique et qui dépendait du département de l'énergie, est maintenant en charge de l'économie verte et elle dépend de ce département de l'économie verte. Avec 3 axes. Un lié toujours à l'efficacité énergétique dans les 5 secteurs, l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes, l'agriculture. Un dédié à la mobilité durable, parce que ce qui se passe dans le domaine de la mobilité est assez exceptionnel, et d'ailleurs peut-être que ça rentrera aussi dans les bilans carbone, parce que si la logistique est calculée, on verra un peu qu'est-ce qui est pris en compte réellement dans la taxe carbone, et si la logistique est prévue aussi dedans. Et enfin, la production propre dans l'industrie, avec tout ce qui est économie des intrants, tout ce qui est économie circulaire et tout ce qui est décarbonation. Donc, les textes sont clairs. Nous avons une orientation aujourd'hui institutionnelle pour mener ça à bien. Alors, avant de venir et passer ensuite la parole à Maroc PME pour tout ce qui est outils financiers qui ont été mis en place, il y a, je voulais montrer un petit peu pourquoi c'est intéressant pour les entreprises. Parce que dans le contexte de notre pays, aujourd'hui, et avec la révolution que nous avons vue dans les prix liés aux énergies renouvelables, donc aux énergies décarbonées, nous sommes dans un modèle où non seulement on peut aider à décarboner les entreprises, mais en même temps à baisser leurs factures énergétiques et à les rendre plus compétitives. Aujourd'hui, avoir une politique de décarbonation, c'est pas seulement pour répondre à des règles ou pour payer moins de taxes carbone aux frontières, si on exporte vers l'Europe, mais c'est aussi baisser sa facture au Maroc. Et c'est là où il y a vraiment un intérêt. Alors, la décarbonation, vous avez bien vu, alors, bien sûr, on focalise beaucoup sur l'électricité verte, mais c'est pas que ça. C'est aussi d'abord l'efficacité énergétique en entreprise. Réduire au maximum tout ce qui est gaspillage de l'énergie, de l'eau, des intrants. Tout ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, il y a utiliser l'énergie qui peut venir de renouvelables. Et là, je pense à l'électricité, bien sûr, qui peut venir du solaire, de l'éolien, mais aussi de la biomasse pour la chaleur. Aujourd'hui, nous avons des usines au Maroc qui fonctionnent avec de l'électricité verte, mais aussi avec de la chaleur verte, c'est-à-dire en utilisant à la place du fioul, ils utilisent aujourd'hui des grignons d'olive ou d'autres types de carburants issus de la biomasse. Donc, il y a plusieurs filières à développer et il y a plusieurs axes à accompagner. Ensuite, il y a tout ce qui est lié, bien sûr, au comportement au sein des entreprises. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un volet, en plus des actions techniques, des comportements qui peuvent aider aussi à réduire la facture et les émissions. Donc, quand vous faites toutes ces étapes, et je voudrais arriver bien sûr au volet économie circulaire, parce qu'il y a un bilan carbone dans l'économie circulaire, si une entreprise réutilise ses déchets, si une entreprise, ses déchets eux-mêmes sont réutilisés avec une autre utilisation et donc une valorisation et en même temps un bilan carbone encore plus intéressant, nous voyons que beaucoup d'axes, et c'est pour ça que nous suivons, et merci pour la présentation, Veritas, aussi bien Sybille Kojji que Madame Faris, parce que vous voyez tous les points qui ont été, ils sont encore en question, hein, parce que l'Union européenne discute en ce moment avec l'OMC, hein, parce qu'il y a des règles à observer au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, et donc on attend les résultats aussi de ces discussions pour voir exactement qu'est-ce qu'on va calculer, parce que c'est très important. Alors, il y a tout ce qu'on va calculer, il y a ensuite comment on va le calculer, et qui va le calculer. Et ce que nous avons demandé aussi, c'est que pour éviter ce que nous avons vécu avec les MDP,
qu'on ait un organisme qui vienne d'Europe pour certifier une entreprise ici, pour dire que voilà, valider le bilan carbone. Il faut, au niveau national, on ait des outils de le faire. Et c'est là, merci Madame Paris d'avoir présenté tout ce qui est calcul déjà existant et le travail qui est fait avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, pour tout ce qui est bilan carbone. Donc, je crois que c'est un volet important. Et nous voyons aujourd'hui, et nous allons organiser tout cela pour que nous ayons une norme marocaine dans ce domaine et qu'on ait une norme marocaine reconnue au niveau européen. Et donc, c'est pour ça, je citais l'exemple de l'exploitation des produits agroalimentaires avec l'ONSA qui est habilité aujourd'hui et reconnu au niveau européen pour valider que le produit répond aux normes européennes. Et ben, c'est dans le même état d'esprit que nous voudrons, avec tous les acteurs, trouver la bonne formule pour que notre pays puisse valider, mesurer et valider les chiffres des bilans carbone dès qu'on aura bien sûr tous les calculs, tous les points qui devront être calculés à l'avenir. Donc voilà ce que je tenais à dire en tant qu'agence aujourd'hui. L'agence travaille et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, déjà certains secteurs exportateurs sont en préparation. Et même certains ont commencé à réaliser certains projets. Je pense à l'automobile, je pense à l'aéronautique, je pense on a une rencontre bientôt avec la Fédération des industries métallurgiques. Tous ceux qui sont aujourd'hui concernés par l'export, il n'y a pas que eux. Parce que comme je disais, il n'y a pas que le volet taxe carbone aux frontières, il y a le volet décarbonation, mais il y a le volet baisse de la facture énergétique. Donc, rendre encore les entreprises plus compétitives, ça veut dire que toutes les entreprises sont concernées. Pas que celles qui exportent, je sais qu'on est ici avec la SMEX, et bien sûr, elles sont encore plus concernées parce qu'il y a une taxe carbone aux frontières, mais tout le monde est concerné aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans ce domaine, nous aurons, je pense, beaucoup d'appui nécessaire à accompagner. Nous discutons avec l'Union européenne du pacte vert Union marocaine-Maroc. Union européenne-Maroc. Ce pacte vert UE et notre pays va permettre aussi d'accompagner tout cela. Et avant, il n'y avait que l'énergie et l'environnement, et nous avons aujourd'hui ajouté le volet économie verte dans ce pacte vert, et qui est aujourd'hui en phase de finalisation. C'est très important parce que d'abord, c'est l'Europe qui met ses taxes carbone aux frontières, mais aussi montrer que notre pays, non seulement a une carte à jouer, en plus de sa proximité avec l'Europe, parce que si on calcule le transport et la logistique, le fait d'un produit marocain exporté qui aura un bilan carbone déjà, je l'espère, le plus bas possible parce qu'on aura cette politique qui est menée au niveau national, mais en plus avec une proximité, donc une logistique qui va émettre moins de CO2 qu'un bateau qui arriverait, par exemple, d'Asie. Hein, donc, vous voyez sur tous les points sur lesquels nous pouvons gagner à ce niveau-là, et donc montrer qu'on a cette carte à jouer, et plus que ça, même pour des investisseurs étrangers. Il faut que notre pays devienne une destination industrielle carbone neutre. Et c'est possible. Et nous travaillons aussi sur des zones industrielles qui pourraient devenir complètement décarbonées, d'entrée, où l'industriel, en entrant, aurait accès à une électricité verte, aura un accès à de la biomasse si on arrive à avoir une filière encore plus importante, donc dans ce domaine. Donc voilà un peu la vision qui est menée et l'orientation qui est menée, et avec un département aujourd'hui dédié à cela. Et c'est l'avantage que c'est l'industrie, le commerce, l'économie verte et numérique. Je crois que le fait que ce soit regroupé au sein d'un seul et même département, ça facilite énormément de choses. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec Maroc PME, et le programme Tatouer Vert a été mené en concert parce que Tatouer existait. Il y a Tatouer Vert aujourd'hui dédié à cette décarbonation. Je pense que Maroc PME présentera tout à l'heure les détails de ce de Tatouer Vert. Il est très important, il a des subventions importantes, il accompagne les PME et les TPME, mais nous avons aussi d'autres outils qui ont été mis en place avec la Bird. Aujourd'hui, on a eu l'expérience du MORCEF, du Moroccan Sustainable Energy Facility, qui a permis à 260 projets d'investir dans l'efficacité énergétique. Et donc, aujourd'hui, avec la Green Value Chain et avec la Green Economy Financial Facility en cours, c'est presque 260 millions d'euros, hein, avec des banques locales
pour accompagner ces investissements qui seront nécessaires et qui, je le répète, permettent non seulement de décarboner, mais de rendre les entreprises plus compétitives car on baisse énormément leur facture énergétique. Donc, avec tout cela, avec ces outils financiers, avec ces accompagnements, je pense que nous avons les atouts, et plus que ça, pour notre pays avoir cette destination industrielle avec la carbone neutre, je pense qu'il y a un volet important. Je voudrais finir avec un point, Madame Faris, vous avez parlé de la compensation carbone à la fin. C'est un volet aussi important. On ne peut pas parler de neutralité carbone d'un produit parce qu'il y aura toujours, vous l'avez bien dit, des émissions à la fin qu'on ne pourra pas réduire. Donc, on peut compenser. Et tout ce volet compensation, là aussi, avec le programme de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, nous avons aujourd'hui des outils pour préparer au niveau national une compensation intelligente et en même temps validée, parce que c'est un volet très important. Une entreprise ne peut pas rien faire et dire je veux faire que de la compensation pour être carbone neutre. Non. Il faudra avoir cette politique d'efficacité énergétique, avoir cette politique d'utilisation au maximum des énergies renouvelables, de l'économie circulaire et enfin la compensation carbone. Donc, c'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Vous voyez, le chantier est énorme. Et plus que ça, nous avons un timing assez serré parce que le Parlement européen, comme ça avait été présenté tout à l'heure, c'est en 2023 que ça va démarrer, tout cela. Donc, nous avons une année et demie encore pour accélérer. Et je le dis, je le répète, l'avantage, c'est que nous avons les toits solaires, si vous avez remarqué, le nombre d'entreprises, et je crois que c'est le président de la SMEX aussi très sensibilisé là-dessus, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a une carte à jouer exceptionnelle pour notre pays qui a une politique volontariste pour les énergies renouvelables, pour profiter pleinement du bas coût des énergies renouvelables. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Sistaï, pour ces précisions très intéressantes et qui viennent compléter ce qui a été dit précédemment par l'équipe brillantissime de Veritas. J'avais juste une question, parce que c'est vrai que vous avez soulevé l'enjeu de ce qu'on appelle la décarbonation avec une taxe, mais aussi la rationalisation de ce qu'on appelle les coûts énergétiques. De quelle manière peut-on les faire? Est-ce que votre agence contribue dans ce sens-là par ce qu'on appelle de la sensibilisation, de la formation, de l'information? Complètement. C'était une principale mission, ce qui a été fait déjà aussi avec la CGEM, avec toutes les fédérations, parce que sur les normes d'efficacité énergétique, sur l'ISO 50001, sur tout ceci, c'est des programmes d'accompagnement. Il y a une loi aujourd'hui qui oblige à remettre à l'AME toutes les données liées à la consommation d'énergie des grandes entreprises énergivores, au-dessus de 1500 TEP par an pour l'industrie, au-dessus de 500 TEP par an pour le service. Donc, ces données sont importantes et pour accompagner. Notre objectif, c'est quoi? C'est que tout le monde réduise au maximum pour être plus efficace en termes de consommation d'énergie. Et notre objectif, c'est aussi d'accompagner pour proposer des solutions. Et on a vu des solutions. On a des cas d'école aujourd'hui. Nous avons des entreprises exemplaires avec des toits solaires, avec, vous savez, un des leaders de notre pays, le groupe OCP, a une politique carbone. Une politique environnementale globale, mais une politique carbone avec un objectif de neutralité carbone en 2040, pour un groupe comme le groupe OCP. L'usine Renault de Tanger veut être carbone neutre. Elle est déjà en train d'utiliser l'électricité verte d'une façon importante, d'utiliser la biomasse pour la chaleur. Donc, vous voyez, on a des cas d'école, mais on a encore des PME et beaucoup de PME que nous avons accompagnés parce que toutes les fédérations sont concernées. Mais on le disait, aujourd'hui, il faut aussi des outils financiers. Et ce qui a été fait avec Maroc PME est très important parce que c'est ce qui montre que nous avons aujourd'hui des outils financiers de l'État, en plus des outils financiers que nous avons pu mettre en place avec le secteur bancaire. Il faut remercier le secteur bancaire marocain parce qu'il joue le jeu. Il a vu l'intérêt et ça, c'est un volet important parce que tout le secteur, aujourd'hui, pratiquement toutes les banques ont des lignes dédiées à l'efficacité énergétique et demain, je l'espère, à l'économie verte parce que c'est un volet important pour l'entreprise. Dans cette optique de stratégie nationale de développement durable, dans cette optique de taxe carbone aux frontières qui se prépare en Europe et dans cette optique de, tout à fait, comme je disais, comme je l'ai répété souvent, de rendre plus compétitives les entreprises parce qu'on baisse leur facture énergétique. Merci Sistaï. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Certainement, on reviendra vers vous
pour une question ou deux, parce que certaines entreprises nous suivent et je suis persuadé qu'elles sont intéressées par le sujet, parce qu'il est d'actualité. Et maintenant, donc, vous m'avez fait aussi faciliter la transition. Donc, c'est Maroc PME qui prendra la parole à travers Simone Zaidi. Malheureusement, M. Brahim Ajlan n'a pas pu nous rejoindre pour tout simplement un empêchement de dernière minute. À vous la parole, Simone Zaidi. Vous êtes le bienvenu avec nous. Simone, vous êtes là, vous confirmez votre présence? Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Mounir Zreidi, responsable développement et promotion de l'expertise. Je présente les excuses de M. Brahim Ajdel, le directeur général de Maroc PME, qui n'a pas pu assister avec nous en raison d'un empêchement de dernière minute. Donc, je suis ravi de reprendre les activités de promotion avec notre partenaire l'ASMEC, que je salue, je remercie pour leur aimable invitation. Donc, on va parler de plan de relance industrielle, le programme Stewart Croissance Verte. Comme vous savez, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique a lancé le programme Stewart Croissance Verte pour la décarbonation des TPM industrielles. Ce programme déployé à travers Maroc PME et l'AME vise à accompagner les TPM industrielles pour répondre aux enjeux de développement des process des produits décarbonés, d'émergence de nouvelles filières industrielles vertes et de réduction de la pollution industrielle et des risques environnementaux. Donc, on fait un petit rappel d'abord sur les programmes de Maroc PME. Je vais parler juste des programmes qui concernent la population qui assiste aujourd'hui, notamment les entreprises PME et TPE. On ne va pas parler d'autres programmes qui concernent les porteurs de projets ou les TPE, ou les autres entrepreneurs plutôt. Donc, on va parler de programme STISMAL. Le programme STISMAL, c'est pour les entreprises qui ont des projets d'investissement industriels. Donc, nous pouvons les aider à travers une prime qui représente 20% de programme d'investissement avec un plafond de 10 millions de dirhams pour la PME et 30% avec un plafond de 2 millions de dirhams pour la TPE. Et il faut que je rappelle la définition de la PME, la TPE. La PME, c'est les entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 10 millions de dirhams et 200 millions de dirhams. Et les TPE, c'est les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams. Nous avons ajouté un appui supplémentaire, c'est la nouveauté, de 5%. Donc, nous avons un appui supplémentaire de 5% pour les PME qui veulent s'installer en dehors de l'axe atlantique, c'est-à-dire Tanger et Casablanca. Pour le programme Ouakaba, c'est l'assistance technique, c'est le soutien en accompagnement. Donc, nous pouvons prendre en charge 80% du coût de l'expertise pour une entreprise PME et 90% pour une entreprise TPE. Il faut que je rappelle que nous avons une panoplie d'actions d'accompagnement, un catalogue qui est constitué à peu près de 52 actions d'accompagnement allant des certifications, des systèmes de lean management, de systèmes d'information, d'une démarche commerciale structurée, de la maintenance et ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit, c'est un catalogue qui touche à toute la chaîne de valeur de l'entreprise et nous prenons, comme j'ai dit, en charge 80% de l'expertise pour la PME, 90% pour la TPE, sachant que nous avons ce programme-là, il est déployé à travers des experts qualifiés. Et nous avons mis en place une plateforme de transfert de compétences qui est constituée de 400 cabinets, 1000 experts qui peuvent accompagner les entreprises dans toute la démarche d'accompagnement. Nous sommes sur terrain, donc nous surveillons un petit peu, nous sommes en veille. Et nous avons détecté dernièrement un nouveau besoin, c'est aider l'entreprise à recruter des profils pointus ou recruter
des cadres ou des profils adaptés au poste d'emploi. Donc, nous avons mis en place une nouvelle offre d'accompagnement qui s'appelle Cap Compétences. C'est pour aider les entreprises, comme j'ai dit, de recruter des profils pointus pour l'entreprise, pour les aider à développer l'entreprise. Donc, le programme Stware Croissance Verte, c'est 5 domaines prioritaires. C'est le conseil d'expertise, c'est notamment les audits énergétiques, le diagnostic environnemental, la conformité aux normes et labels, le suivi de la productivité énergétique. C'est les projets d'optimisation des procédés de fabrication et des flux matières. Donc, c'est les projets d'amorçage de filières industrielles vertes, notamment les chauffe-eau solaires, photovoltaïques et les équipements de recyclage. C'est les projets d'investissement dans l'efficacité énergétique et l'intégration des énergies renouvelables. Donc, c'est les systèmes de comptage énergétique photovoltaïque. C'est les projets d'innovation et de développement de nouveaux produits éco-conçus, dont notamment les voitures et motos électriques ou les produits bio. Donc, le programme Stware Croissance Verte, c'est une offre intégrée, donc 360 degrés, allant de conseil et l'expertise technique jusqu'à le soutien à l'investissement. Donc, pour tout ce qui est le conseil et l'expertise technique, donc nous prenons en charge, comme j'ai dit, 80% pour les PME, 90% pour les TPE. Concernant, c'est la prise en charge du coût de l'expertise qui va accompagner l'entreprise. Le soutien à l'investissement et à la créativité, c'est pour les entreprises qui veulent produire un produit innovant éco-conçu. Donc, nous prenons en charge 50% du coût de projet avec un plafond de 3 millions de dirhams pour la PME et 2 millions de dirhams pour la TPE. Donc, soutien à l'investissement, donc, c'est une prime qui représente 30% du programme d'investissement, que ce soit pour la PME, que ce soit pour la TPE, avec un plafond de 10 millions de dirhams pour la PME et 1,5 million de dirhams pour la TPE. L'appui au financement, c'est la nouveauté aujourd'hui. Donc, nous pouvons aider l'entreprise en amorçage, donc nouvellement créée avec une aide remboursable qui touche le BFR, qui concerne le BFR. C'est une aide remboursable de 5% du programme d'investissement. Donc, quels sont les types d'accompagnement? Donc, nous avons l'accompagnement technique, c'est les audits énergétiques, c'est les diagnostics environnementaux, c'est le bilan carbone ou l'audit de décarbonation. L'accompagnement à la conformité aux exigences normatives et labels, notamment le 14001, le 15001 ou QSE. Les études de faisabilité technique, les études de marché, l'expertise stratégique, technique, métier pour le développement vert et l'intégration de systèmes d'information de gestion énergétique. Donc, pour l'appui au développement produit, donc, comme j'ai dit, on prend en charge 50% du projet, mais ils sont éclatés comme suit, c'est-à-dire 60% des frais liés au brevet marque, donc 10% pour les équipements de développement outils et outillage, 30% maximum des intrants consommables pour la réalisation de prototypes. Donc, ça comprend, donc il y a le prototypage, donc avant le prototypage, il y a le paramétrage, il y a le chiffrage avant de passer au prototypage. Donc le soutien à l'investissement technologique, donc si on a parlé au début du programme STESMAR qui touche l'outil de production, donc le programme Stware Croissance Verte, il concerne les équipements de production neufs avec une tolération des frais d'approche qui ne doivent pas dépasser 2,5% du programme d'investissement. Quels sont les projets types qui sont financés dans le cadre du programme Stware Croissance Verte? Je rappelle que nous prenons en charge 30% de ces programmes d'investissement, notamment dans ces projets que je vais citer, avec qui est plafonné à 10 millions de dirhams pour la PME et 1,5 million de dirhams pour la TPE. Donc, le premier bloc de projets, c'est les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'intégration des énergies renouvelables. C'est les projets de modernisation des équipements à forte consommation énergétique et l'installation de combustion, notamment les fours ou chaudières à biomasse, les projets d'intégration de technologies de gestion énergétique à sources renouvelables dans les procédés industriels, notamment éoliennes et les énergies solaires. Le deuxième bloc de projets, c'est les projets d'optimisation des procédés de fabrication du flux matière.
C'est notamment les projets d'acquisition de technologies utilisant moins de matière et d'eau, adaptés à l'utilisation de matières renouvelables et de recyclage, et les projets aussi d'installation de systèmes de traitement de recyclage d'eau. Troisième bloc de projets, c'est les projets de développement et d'industrialisation de produits verts disposant d'une empreinte carbone positive. Donc, c'est les projets de mobilité durable, notamment les véhicules décarbonés, les motos électriques. Aussi, les projets de développement de nouveaux produits, donc le plus économe en énergie et en matières premières, moins polluantes, utilisant des matériaux renouvelables ou recyclables. Donc, le quatrième bloc de projets, c'est les projets de développement d'un business model durable et innovant. C'est les projets d'économie circulaire, recyclage et de transformation de déchets. Et c'est les projets de développement de solutions technologiques vertes à partir de sources renouvelables et naturelles, exemple la chimie verte. Donc, pour les entreprises qui souhaitent participer au programme Stware Croissance Verte, vous avez un lien à renseigner pour renseigner votre demande, c'est candidature.marocpme.ma, Stware Croissance Verte. Donc, une fois la demande est atterrie chez nous à Maroc PME, donc il y aura un comité public, enfin il y a un comité de présélection où nous invitons l'AME à participer avec nous. Donc la nature des demandes, soit d'assistance technique ou de soutien financier. S'il s'agit d'assistance technique, donc chaque entreprise elle aura un vis-à-vis conseiller Maroc PME qui va accompagner l'entreprise jusqu'à la signature des conventions. S'il s'agit de soutien financier, nous envoyons un DAP, dossier appel à projet, donc qui sera envoyé à l'entreprise. Il est constitué de deux phases, phase économique, là où on va, par exemple, s'il s'agit de l'efficacité énergétique, on va parler du gain potentiel et l'impact sur la facture énergétique. Et la deuxième phase ou la deuxième partie de DAP, dossier appel à projet, elle concerne le business plan. Donc après, le dossier peut être déposé au niveau de Maroc PME. Il y a un cabinet évaluateur qui évalue le dossier. Il va le présenter au comité public-privé. Le comité public-privé, donc, il est constitué de Maroc PME, l'AME, donc ministère des Finances, ministère de l'Industrie et la CGM. Donc, et on statue sur les projets. Donc, s'ils sont retenus, on va les inviter à signer le contrat de croissance. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, on est à l'écoute. Merci beaucoup, Simone. Votre intervention était précise et aussi laconique. Je voulais juste rappeler les éléments que vous avez abordés, notamment les dispositifs qui sont mis en place par Maroc PME, donc à destination des PME, TPE. Le programme Plateau et Croissance est bien sûr dans ses 5 composantes allant du conseil jusqu'à l'investissement. Et j'ai une petite question pour vous tout de suite maintenant. Comment a été perçu cet accompagnement, cette offre par les entreprises marocaines cibles? Est-ce que vous avez des retours? Comment vous pouvez nous informer sur les premières réactions des entreprises concernées? On n'attendait que ça. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années qu'on travaille sur le terrain et nous avons constaté avec l'AME aussi, Simone l'a souligné, nous avions un problème, c'est que on réalisait les audits énergétiques dont les recommandations qui sont de nature d'investissement ne peuvent pas être réalisées et malheureusement ces audits énergétiques et les rapports restent dans les tiroirs. Donc aujourd'hui avec ces financements, c'est vrai que nous avons beaucoup de demandes. Dès la première phase, on a dépassé les centaines de projets. Donc, on est en train de voir avec l'AME à travers, comme j'ai dit, les comités de présélection. Il y a des projets qui se sont lancés déjà. Donc, c'est une bonne chose pour le Maroc parce que on a mis en place des financements. On a tant bataillé pour avoir des financements pour accompagner les entreprises à mettre en œuvre leurs recommandations qui émanent des rapports des audits énergétiques. Donc, vous pensez que le problème du financement posait un problème donc, sur la mise en œuvre de ces stratégies? Oui, avant, mais maintenant, non. Avec le financement, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent les actions, que ce soit de nature assistance technique ou de soutien financier.
Dernière question, c'est Mounir, avant que je vous pose une question, mais ça serait à l'ensemble des panélistes, relativement au dispositif communicationnel. Est-ce que vous êtes adressé à l'ensemble des entreprises qui sont plus ou moins concernées à travers ce qu'on appelle des outils de communication appropriés? Bien sûr, on a passé le mois de février, le mois de mars. Tous les jours, on animait 2 à 3 webinaires avec soit les fédérations, soit les associations de zones industrielles, soit les chambres étrangères au Maroc, soit la CGM, et même avec la FINIP et la SMEX. Donc, on a passé 2 mois de communication et on est prêt à participer encore une fois si la demande se présente. Le message est entendu, c'est Mounir. Merci beaucoup. Donc, j'ai une question pour l'ensemble des panélistes sur comment cette nouvelle réglementation peut-elle constituer un atout pour le Maroc et à quelles conditions. Si Saïd Mouline, s'il vous plaît, si vous êtes avec nous. Oui, oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est vrai. Pourquoi ça peut être un atout? Je le dis, je le répète, c'est une déclaration bien menée de rendre l'entreprise encore plus compétitive. Hein. Il ne s'agit pas seulement de réduire ses émissions, il s'agit de réduire ses factures et aussi au niveau management, au sein des entreprises, grandes ou petites. Hein. Il n'y a pas de petites économies, surtout en ces temps. Hein. J'aime bien citer ce chiffre parce qu'on a eu une facture de 10 milliards de dirhams, de 100 milliards de dirhams, quand le baril était à $100. Notre pays a importé pour 10 milliards de dollars d'énergie, de factures énergétiques. Hein. Si on fait chaque fois 1%, eh ben c'est 1 milliard de dirhams d'économie. Si tout le monde fait 1% d'économie, vous voyez ce que ça veut dire au niveau national. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de petites économies. Et dans l'approche pour la transition vers une économie verte, hein, c'est ça de quoi on parle. Là, on l'applique à l'industrie, mais tous les secteurs sont concernés. Le transport est concerné, la logistique, d'ailleurs, avec la Fédération de la logistique, nous aurons bientôt un événement là-dessus aussi. Tout le monde se sont concernés par cela et tout le monde y a vu l'intérêt. Et pour répondre à votre question, c'est un intérêt tellement énorme pour notre pays. Et on a ce volet mobilité durable maintenant à l'agence. Et mobilité durable, ça veut dire de plus en plus de véhicules plus performants, même des véhicules électriques. Aujourd'hui, si tout ceci se développe bien, pour notre pays, c'est énorme. Ça va nécessiter des infrastructures. Hein. Nous travaillons aussi, et on n'a pas cité tout ce qui est industrie liée à l'économie verte qui se prépare. Hein. Il y a des bornes de recharge électrique marocaines aujourd'hui. Et il y aura bientôt une usine de production. Nous voyons plusieurs produits qui s'étaient importés liés à l'économie verte qui pourront être non seulement qui vont pouvoir se développer dans notre pays, mais qui vont être produits dans notre pays. Hein. J'aime bien citer le cas de l'éolienne dans notre pays où nous avons aujourd'hui 70% des composants d'une éolienne qui sont fabriqués dans notre pays. On fabrique les mâts, on fabrique les pales, on fabrique l'éclairage, on fabrique tout le génie civil. Donc, 70% des coûts est national, c'est énorme. Et on exporte même des pales d'éoliennes en Europe, en Norvège par exemple. Hein. Donc, pour vous dire jusqu'où on peut aller. Tout ceci montre qu'il faut bien sûr sensibiliser, M. Farham l'a bien dit, non seulement en montrant les deux volets, oui, pourquoi on le fait. D'abord, on s'inscrit dans une stratégie nationale de développement durable, je le répète, hein, portée au plus haut niveau de l'État. Nous avons la chance que le chef de l'État de notre pays, aujourd'hui, est tellement impliqué dans cette stratégie nationale de développement durable que nous voyons un pays, et ça je le dis au niveau national comme au niveau international, parce que le Maroc est cité comme exemple. Lors de la COP22, j'étais en charge du partenariat public-privé, et je peux vous dire que depuis, nous avons continué et nos messages à l'international montrant un pays très faible émetteur de gaz à effet de serre par habitant, hein, il ne faut pas l'oublier, fait d'énormes efforts et notre pays aujourd'hui est exemplaire à ce sujet. C'est pour ça que non seulement on s'inscrit dans ces stratégies, non seulement on rend les entreprises plus compétitives, mais en plus on les rendra encore plus compétitives dans le cadre d'une taxe carbone dans certaines régions du monde, parce qu'on sera encore plus préparé à cela. Merci beaucoup, Saïd. J'ai deux autres questions qui nous ont été envoyées par nos entreprises membres, mais je voudrais d'abord, avant de vous les poser, avoir le ressenti de M. Belhouji par rapport à cette première question. Comment cette nouvelle réglementation peut constituer un atout pour le Maroc et à quelles conditions? M. Belhouji.
Donc, concernant la nouvelle réglementation et son implication, bien sûr, sur la compétitivité des entreprises, je pense qu'il y a lieu, bien sûr, d'utiliser tous les mécanismes existants au Maroc. Est-ce que vous voulez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, oui. Mettez-vous devant le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord. Concernant donc, comme a dit monsieur, J'ai un écho. Est-ce que vous pouvez régler ce tout à problème l'heure, il y a technique pendant ce... plusieurs mécanismes qui doivent être mis en place, bien sûr, pour faire avancer donc cette réglementation, notamment son exploitation par les entreprises. Et il faudrait peut-être, à mon sens, rester dans le cadre des énergies renouvelables, dont, bien sûr, M. Moulina a longuement parlé. Les énergies renouvelables constituent un fer de lance de l'économie marocaine, et les objectifs qui ont été fixés par la haute autorité de l'État, notamment par Sa Majesté, d'arriver à 52%, constituent, je pense, une donnée importante qu'il va falloir mettre en œuvre rapidement. Les compétences, tout d'abord, il va falloir également les développer. Les compétences au niveau de l'économie de l'environnement, au niveau, bien sûr, de d'autres compétences qui touchent carrément à ces aspects-là. Mais surtout, je pense qu'il y a lieu également de fournir tous les atouts qui peuvent aider les entreprises à s'affranchir, notamment sur le plan financier. Et je pense que le programme Tatouer est là pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique stratégique, et notamment en s'orientant vers des technologies, disons, propres et vertueuses avec l'environnement. Et il y avait une autre question qui a été posée tout à l'heure, enfin, qui a été mise en œuvre par Simonet, c'est celui du comportement. La lutte contre le réchauffement climatique, et notamment au niveau des entreprises pour l'économie de l'énergie, s'appuie sur 3 leviers. Un levier technologique, un levier bien sûr politique, c'est ce qui se fait au niveau du pays, au niveau de la politique environnementale du pays. Un levier technologique, c'est tout ce qui est accès aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, et bien sûr un levier comportemental. Et le levier comportemental est très important. Et je pense que tout à l'heure, il a été question de la sensibilisation de l'ensemble des entreprises sur le volet, et bien sûr, économie de l'énergie notamment, et bien sûr les externalités négatives que peut générer une activité. Donc, je pense que le comportement, le niveau comportemental est à développer, et bien sûr, ce webinaire d'aujourd'hui permet effectivement de sensibiliser l'ensemble des acteurs autour de cette thématique importante, qui est bien sûr la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment la perspective, je dirais, de la mise en place d'un mécanisme de taxe carbone. Donc, l'Union européenne ne parle pas en général de la taxe, mais d'un mécanisme pour éviter donc de la mettre dans une forme d'incompatibilité avec les règles de l'OMC. Merci beaucoup, Stephen Fauji. J'ai d'autres questions qui me proviennent des entreprises, des nombreuses entreprises qui le suivent, et vous les soumettre. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur de la taxe CBAM? Pardon? Pauline, si ça est-ce que vous avez... Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur de la taxe CBAM? Je n'ai pas bien entendu la question, c'est Farham. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur de la taxe CBAM? C'est une question qui nous a été posée par une entreprise qui suit ce webinaire. Est-ce que le marché national d'échange de crédit carbone peut remplacer la CBAM? C'est coupé, c'est entrecoupé, la question n'arrive pas. Dans tout ce que j'ai entendu que le marché carbone au Maroc, c'est ça? Non, le montant de la taxe qui est prévu par l'Union européenne. En fait,
Le montant, d'accord. Le montant de la taxe. Le montant de la taxe ou bien du mécanisme d'ajustement carbone, comme il l'appelle, bien sûr, le montant de la taxe ou du mécanisme, ça va être du montant du marché carbone, qui soit bien sûr de la valeur de la tonne carbone sur le marché au jour le jour. Comme il s'agit d'une bourse de carbone, et donc le montant de la taxe fluctue bien sûr en fonction de l'offre et la demande, et donc ça va être en fonction je dirais, de la bourse carbone du jour. Et ce qui est sûr, c'est que le prix de la tonne carbone, pour être, je dirais, pour pousser les entreprises à agir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, le prix de la tonne CO2 prévu comme plancher pour pousser les entreprises à agir dans ce sens, c'est celui au moins à partir de 50 € et au-delà pour arriver à 100 € la tonne carbone. C'est ça la fourchette dans laquelle va, je dirais, fluctuer, ou bien va croître la tonne CO2 au cours des années à venir. Actuellement, comme on l'a vu tout à l'heure, en Suède, la taxe carbone est de 123 € la tonne carbone. Merci beaucoup, Sylvain. J'ai une question pour Cécile Mouline, parce qu'au fait, la problématique du capital humain revient encore. Une question, je la formule telle quelle: quelles compétences devrait-on développer à la fois au niveau des secteurs publics et privés pour surmonter ces nouvelles réglementations? Oui, il y aura besoin de ressources humaines, aussi bien au niveau des entreprises, aussi bien au niveau des établissements publics, pour accompagner tout cela. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de filières universitaires qui existent déjà, et toutes les universités se sentent concernées, sur tous les volets, hein, dans le cadre des transitions vers l'économie verte. Dans tous nos projets, les universités sont présentes. Deuxième chose, il y a des instituts dédiés à l'efficacité énergétique aujourd'hui, et les IFMERE qui ont été menés, qui sont entrés dans la stratégie nationale pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc, il y a des filières techniques, il y a des filières d'accompagnement universitaire, et puis il y aura besoin, parce que vous avez vu tout ce monitoring qu'il faudra faire, il y aura besoin d'experts dans ce domaine, et c'est un message aussi que on a l'habitude de lancer à la jeunesse de notre pays, hein, pour que ces filières liées à l'économie verte, de les prendre vraiment en considération, parce que c'est une très grande partie de l'économie de demain. Merci beaucoup, Saïd Sibel Houji. Est-ce que vous avez un élément supplémentaire ou un éclairage supplémentaire sur cette question de capital humain? Tout ce que j'ai à dire, bien sûr, concernant le bilan carbone et bien sûr le calcul de la teneur en carbone des produits, comme l'a souligné tout à l'heure Simone, c'est qu'il y a un impact, un avantage de réaliser son bilan carbone. Il y a un avantage environnemental, il y a également un avantage économique et un avantage social. Un avantage économique parce que ça permet effectivement de diminuer sa facture énergétique, parce que le bilan carbone vous permet d'identifier vos postes émetteurs. Et donc, quand il identifie vos postes émetteurs, donc vous pouvez agir directement sur ces postes-là pour diminuer votre consommation d'énergie. Et bien sûr, également, le bilan carbone vous permet également d'anticiper sur le renchérissement des produits pétroliers si vous êtes donc amené à acheter beaucoup d'énergie. Et également, il vous permet également sur le plan environnement, tout en réduisant bien sûr votre impact environnemental et externalités négatives de votre activité. Il vous permet également d'être compétitif avec d'autres producteurs sur le même créneau, en ayant bien sûr une responsabilité sociale et environnementale de l'activité. Sociale parce que également le comportement, comme on a dit tout à l'heure, c'est que au niveau social, ça permet également à toute l'entreprise et à tout le potentiel humain existant au sein de l'entreprise d'être imprégné de cette thématique environnementale et donc de la protection de l'environnement en général. Donc la réalisation et l'anticipation des entreprises à l'export
sur ce thème du bilan carbone est importante sur les 3 volets, comme je l'ai dit, économique, social et environnemental. Merci beaucoup, Steve. J'ai une petite, je ne sais pas si tu dois la considérer comme une question, mais plutôt une remarque qui nous est remontée par des gens de la région Guillemets-Moadenoul à l'attention de Mounir Zraïdi. Est-ce que vous avez des plans de communication régionaux à destination de l'entreprise marocaine? Où se trouvent les entreprises portatrices comprises? C'est Mounir, vous êtes là? Oui, il y a des coupures. Je n'ai pas bien entendu la question. La question concerne tout simplement, est-ce qu'il y a des plans de communication régionaux? Est-ce que Maroc PME organise des tournées régionales pour sensibiliser les entreprises? C'est une question qui nous a été formulée par une entreprise membre. Bah, tournée régionale pour l'instant, non, avec la pandémie, mais on organise des webinaires. Mais surtout, on a mis en place la région Souss-Massa, qui est tout près de la région Goulmi-Moadnoun, un représentant de Maroc PME qui est logé au sein de la chambre de commerce d'Agadir. Donc, s'il y a des gens qui, Goulmim, c'est tout près d'Agadir, ils peuvent contacter la personne et prendre les informations nécessaires. Donc, pardon? Oui, est-ce que dans cette logique-là, parce que la demande vient aussi de ce qu'on appelle la représentation de la SMEX au niveau régional, est-ce qu'on peut travailler ensemble sur des plans de communication à destination en mode bien entendu digital, de sensibilisation à l'attention de ces entreprises? Oui, on a organisé, c'est ce qu'on a fait avec la FINIP, donc, mais on peut aussi le faire avec la SMEX, il n'y a pas de souci. Donc, lorsque vous voulez, je suis à votre disposition à organiser, à mettre en place un planning pour toucher les régions. Donc, il n'y a pas de souci. Parfait. Parfait. On l'a fait avec la CGM, on l'a fait avec les CIRI, donc il n'y a pas de souci. Donc, on peut le faire avec vous aussi. Parfait. Comme c'est une cause qui est nationale, autant être nombreux pour sensibiliser l'ensemble des entreprises parce que nous défendons le même intérêt qui est la défense tout simplement des produits et de la marque Maroc. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être panélistes et d'avoir interagi d'une manière très, très professionnelle, très pertinente et très efficiente. En votre nom, je remercie aussi toutes les entreprises nombreuses qui nous ont suivis. Excellente fin de journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Wow. Saïd, ouais, Saïd, tu peux me rappeler? Oui, président, d'accord. Tout de suite, là. Sur mon portable, à vrai dire. D'accord. Merci. On dirait.